Bonsoir à tous. Bienvenue à la séance du Conseil municipal du lundi 21 janvier 2019. Séance ordinaire à l'édifice Louis-Lepage du 754 rue Saint-Pierre. Alors, d'abord, pour l'ouverture de la séance, j'aurais besoin d'un proposeur, Mme Ricard, appuyé de M. Gagnon. Alors, ce soir, il n'y a pas de déclaration d'intérêt des élus concernant des sujets à l'ordre du jour. Maintenant, pour l'adoption de l'ordre du jour, donc le point 3, veuillez prendre note qu'il y a un point qui est reporté à la prochaine séance du Conseil, qui est le point 7.3. Je crois que les documents qui vous ont été remis l'indiquent clairement. Pour l'adoption de l'ordre du jour, j'aurais besoin d'un proposeur, Mme Brigitte Villeneuve, appuyée de M. Robert Brisebois. Alors, maintenant, l'adoption du procès-verbal des séances ordinaires et extraordinaires tenues le 10 décembre 2018 et de la séance ordinaire tenue le 14 janvier 2019. Alors, proposant M. Éric Fortin, appuyé, tu n'étais pas là, Caroline Desbiens et M. Yann Maisonneuve. Alors, maintenant, M. le greffier, vous avez 3 documents à déposer. Faut que Voilà. Merci, M. le maire. Alors, je dépose le rapport d'embauche des employés temporaires conformément au règlement numéro 633, le rapport relatif à l'imposition de mesures administratives et disciplinaires conformément au règlement numéro 667 et les procès-verbaux du comité exécutif des séances tenues les 5, 12, 20 décembre 2018 et les 9 et 11 janvier 2019. Merci. Alors, merci beaucoup. Alors, maintenant, nous arrivons à la toute première période de questions. Alors, les gens qui souhaitent s'avancer pour des questions dont les sujets ne sont pas à l'ordre du jour, je rappelle les règles, 2 questions, maximum 5 minutes. Alors, votre nom, adresse. Alors, bonsoir. Je s'en viens. Deux? Ah bon. Alain Brisebois, 1630 rue des Bernaches. Le rapport de la firme Golder est loin d'être concluant, avec seulement 18 de la superficie du lot Brady qui a été analysé par Golder. Bien que cela est très reconnu, qu'un expert ne mordra pas la main de celui qui le paye si généreusement, comme c'est le cas présentement. La seule chose que nous avons appris par Golder le 19 décembre dernier, c'est que la Ville a généreusement dilapidé des fonds publics pour se faire dire qu'il y a des débris partout sur le site Brady. On ne s'en doutait même pas depuis 2016. La question, dans votre communication, M. le maire, du Facebook du 7 janvier dernier, vous avez déclaré qu'il n'y avait pas de contamination dans le dossier Brady. Pourtant, votre expert Golder signale aux pages en chiffrement 4, 3, 12, 13 et 14 de son rapport présenté le 19 décembre dernier qu'il y a de la contamination sur le site Brady, soit le parc des Ruisseaux, au 1560 rue des Bernaches, au 1571 rue des Bernaches, au 1769 rue des Bouvreilles, sans oublier les adresses 1600 et 1610 des Bernaches. Pourquoi vous induisez la population en erreur? Écoutez, vous avez terminé votre question? Oui. Oui. Alors, écoutez, je pense qu'il faut être clair. Ceux qui étaient présents lors de la soirée de présentation, il a été très clair que il y a un terrain qui a été analysé où il y a une possibilité et quand je parle de contamination, c'est par les huiles. On ne parle pas de contamination liée au fait qu'il y ait des pièces de métal qui peuvent être présentes dans les sols. Quand on parle de contamination, c'est vraiment par les huiles. Il y a une possibilité sur un terrain qui a été analysé par la firme Golder, qui est identifié, auquel il devrait y avoir des analyses plus poussées. Je pense que c'est important de le souligner parce que ça se peut que ce ne soit pas lié à la présence de l'usage précédent, ce développement-là. Quant au terrain, effectivement, du parc, il a été présenté, et moi, dans l'expression, lorsque je tentais de livrer un rapport quand même substantiel, beaucoup de pages, vous le savez, vous en avez pris connaissance. Je pense que c'est lié beaucoup aux terrains qui sont liés à des développements résidentiels auxquels les citoyens demeurent. Donc, c'est vraiment lié à cet aspect-là. Quant au parc, lorsque les gens qui étaient présents lors de la présentation,
il a été quand même, somme toute, dit que ceux-ci devaient mener un certain nombre d'études supplémentaires, notamment au niveau des plans d'eau, mais qu'à ce moment-ci, il ne fallait pas non plus sauter aux conclusions. Et donc, ça, je pense que c'est important de le souligner. Moi, ce soir, M. Brisebois, je ne suis pas ici pour m'exprimer sur ça. Je ne vais pas nécessairement m'exprimer sur le rapport de l'expert. Il y a eu une présentation qui a été faite lors de la journée du 19 décembre. Les gens ont eu l'occasion de poser des questions ou d'interpeller l'expert. C'est un rapport qui va être remis devant la Cour, donc dans le dossier entre la Ville de Terrebonne et les plaignants dans le dossier. Et donc, à ce moment-ci, l'expert va présenter, comme il l'a fait en toute transparence lors de cette journée-là. Comme M. le maire, je pense que vous n'avez pas assisté à la même rencontre que moi, là. Mais je vais vous déposer des feuilles du rapport Golder qui dit qu'il y a de la contamination. Et c'est de la contamination sur des terrains aussi résidentiels. Moi, comme maire, si j'aurais été maire de Terrebonne, j'aurais été gêné de présenter ça aux citoyens, surtout que ça regroupe seulement 18 de superficie du terrain bradé. Merci beaucoup. Bonne soirée. Oui, c'est ça. Exactement. Très bien. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Avancez-vous. Bonsoir. Bonsoir à tous. André Grégoire. Je suis du district 13, 212 de Matamec. Ouais. Donc, là, c'est la première fois que je viens ici. Je vois que c'est 5 minutes maximum par question ou c'est 5 minutes maximum? Non, c'est 5 minutes pour 2 questions. Je reviendrai, c'est pas plus grave. Incluant les réponses aussi. Incluant les réponses, d'accord. Ouais. Écoutez, moi, je voudrais savoir au niveau contrôle des moustiques. Ouais. Le comité de sélection, comment ça fonctionne, ça? Écoutez, je vais peut-être. Là, c'est votre première question? Oui. Excellent. Je pourrais peut-être Monsieur Turcotte ou Monsieur. Ouais, allez-y, Monsieur Turcotte. Tu vas. Oui, bonjour, M. Grégoire. En fait, les comités de sélection, que ce soit pour le contrôle des moustiques, en fait, il y a une grille. Dans le fond, selon les critères identifiés dans l'appel d'offres, ouais. Les critères sont analysés. Et sur la base de ces critères-là, il y a un pointage qui est élaboré. Et dans ce cas-là, je ne sais pas si le prix faisait partie le prix compte aussi dans le pointage. Et c'est sur cette base-là qu'on fait l'analyse des soumissions. Bon. C'est un peu différent des règles des services professionnels. OK. La liste des membres de ce comité de sélection-là, j'ai essayé de les trouver, je ne suis pas capable. Les membres des comités de sélection sont changeants à chaque soumission et sont autorisés par la direction générale, donc ne sont pas publics. Vous vous doutez bien, c'est pour éviter qu'il y ait de la part de certaines entreprises des appels qui ne seraient pas judicieux. OK. Est-ce que ça ne comptait pas pour ma deuxième question, j'espère? Ça n'a pas pris 5 minutes. Donc, je voudrais savoir au niveau de l'appel d'offres qu'il y a eu, la dernière appel d'offres au niveau du contrôle des moustiques. Il y a un contrat pour la surveillance des moustiques. Moi, je me suis aperçu qu'il y avait une espèce de collusion entre les deux parties. J'ai téléphoné à mon conseiller de district pour lui faire part que, bon, GDG de connivence avec Arbro, ça a l'air qu'ils ont perdu, que le contrat a été éliminé. Et là, je veux savoir tout simplement comment ça se fait, parce que GDG était très bien au courant que la personne qui a travaillé pour GDG pendant des années de temps soumissionnait pour surveiller son contrat. Et comment ça se fait que GDG a encore son contrat et comment ça se fait que GDG a été le seul à soumissionner. Bien, il y avait un autre soumissionnaire, mais qu'on n'a jamais ouvert son enveloppe. Ça fait pas mal de questions dans la même question, mais ça a tout rapport. Parce que là, je peux revenir à toutes les semaines. Moi, c'est pas un problème. Bien, pas toutes les semaines, mais à tous les mois, s'il faut. Vas-y, Stéphane.
Effectivement, il y a beaucoup de questions là, dans votre question, mais si vous voulez, on pourrait se voir après la séance, puis je pourrais tout prendre ça en note, puis vous répondre Ce serait super intéressant. pour toutes vos questions. Il y a Est-ce aucun que c'est problème. possible, parce que moi, j'ai d'autres engagements, mais est-ce que c'est possible de prendre un rendez-vous avec vous? Ah ben oui. Excellent. fait. Est-ce Oh, qu'on oui. règle ça tout de suite? Oui, oui, ben Le mieux, c'est de ne pas dire votre numéro de téléphone au micro. non, non. Oui, oui, ça me dérange pas. je sais pas. En fait, je vais vous laisser ma carte. Super. Vous m'appelez, puis on se prend un rendez-vous, puis je vais prendre toutes vos questions en Excellent. note, puis on Je va vous vous répondre. remercie énormément. Ça fait plaisir. Merci. Alors, je vois personne d'autre au micro. Alors, allez-y, monsieur. Quand vous voulez aller au micro, simplement vous levez pour être certain que je vous vois. Bonsoir. Bonsoir tout le monde, messieurs, dames. Mon nom, c'est Yves Lemieux. Je suis entrepreneur général dans la région de Terrebonne. Oui. Et je représente aujourd'hui monsieur Pascal Simoneau et du Bon, 220. je veux juste vous dire, le dossier, quand il va être appelé par les PIA, je crois que... Mais je ne sais pas qu'il n'est pas dans l'ordre du jour, je ne l'ai pas vu. Oui, oui, il est dans les 8.2, là. Ah, OK. Il je va y avoir un m'excuse. dossier qui va être là. À ce moment-là, je vais inviter les gens qui souhaitent venir s'exprimer sur le dit dossier et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir venir. Merci beaucoup, excusez-moi. J'ai mal Merci. lu. Ah, c'est ça, c'est 8.5? Oui, OK. 7.5, parfait. 8.7, parfait. De toute façon, on le sait que vous êtes là, puis on m'avait déjà dit que vous seriez là, donc on le savait, donc merci. Alors, s'il n'y a personne d'autre qui se lève pour le micro, je vais donc mettre un terme à la première période de questions. Alors, monsieur le greffier, donc le point 5.1. Monsieur le greffier. Voilà. Voyons changer de système. Alors, point 5.1. Que le Conseil de la Ville de Terrebonne met fin à l'emploi de M. Daniel Soriol à titre de directeur général à compter de ce jour. Que le versement de l'indemnité prévue à l'article 3 de son contrat de travail soit suspendu jusqu'à ce que le comité exécutif, sur rapport du procureur mandaté, en décide autrement. Alors, proposé par Nathalie Ballavance, appuyé par M. Yann Maisonneuve. Oui? C'est bon? Alors maintenant, le point 5.2. Donc, 5.2, que le Conseil de la Ville de Terrebonne embauche M. Alain Marcoux à titre de directeur général de la Ville de Terrebonne à compter du 21 décembre 2018 et que le Conseil ratifie la signature du contrat de travail de M. Marcoux par le maire et le greffier. Une copie de ce contrat est jointe à la présente pour en faire partie intégrante. Alors, proposé par Nathalie Ballavance, appuyé par Yann Maisonneuve. Alors, monsieur le conseiller du Nouvel Élan Terrebonne, vous souhaitez vous exprimer? Ah, voilà. Alors, tout d'abord, j'aimerais faire quelques commentaires concernant la façon dont le Conseil a été informé et mis à contribution sur le départ de son DG et son remplacement. En effet, c'est par un bref appel téléphonique le matin du 21 décembre qu'on m'a demandé d'aller lire la presse pour connaître les détails du départ de notre DG et son remplacement, ainsi que les conditions dans lesquelles cela s'était fait. En 15 ans d'expérience comme élu dans une autre sphère, j'ai vu passer 5 directeurs généraux et jamais je n'ai vu si peu d'informations transmises à un conseil et un processus de remplacement aussi mince. Sachez qu'en ce qui me concerne, vous avez fait preuve d'un parfait manque de respect à l'égard de cette institution démocratique qu'est le conseil municipal. Je me permets de vous rappeler que le rôle du conseiller, en vertu de la loi, et c'est même écrit noir sur blanc dans le guide de l'élu qui nous a été remis en début de mandat, à la page 18, le rôle de l'élu, donc, c'est, en plus d'assister aux séances du conseil et de faire valoir les intérêts de la communauté, le conseiller, conseillère participe à la prise de décision. Et j'insiste, participe. Dans ma plus récente expérience de remplacement d'un DG, et il y a des personnes autour de la table qui peuvent en témoigner, le conseil entier a été mis au fait des motifs du départ du DG.
Le Comité des ressources humaines, l'équivalent de notre commission de l'administration, finances et ressources humaines, a aussitôt été mis à contribution pour élaborer un profil de compétences recherchées en lien avec les valeurs de l'organisation, a fait également des recommandations au Conseil sur un mode de recrutement, l'accompagnement par une firme spécialisée en ressources humaines, ainsi que la composition d'un comité de sélection. La firme a ensuite produit un rapport détaillé des forces et faiblesses de chaque candidat sous forme d'un tableau en toile d'araignée, en plus de faire passer aux candidats des tests psychométriques. Au cas où il y aurait une façon différente de procéder dans le domaine municipal, j'ai fait une petite recherche dans l'actualité de la dernière année, dont voici les résultats. En mars 2018, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a annoncé le remplacement de son DG, de son directeur général. Un processus de nomination d'un nouveau directeur général et d'une directrice générale a été lancé et devait être complété dans les 3 prochains mois. Ensuite, en septembre 2018, le conseil municipal de Victoriaville a procédé à l'embauche de son nouveau directeur général. Afin de procéder à ce recrutement, la ville de Victoriaville a confié un mandat à la firme Raymond Chabot Grant Thornton, qui a accompagné le comité de sélection tout au long du processus. Sa sélection a fait l'objet d'une analyse rigoureuse par un comité de sélection composé entre autres d'élus municipaux. Et plus récemment encore, le 4 décembre 2018, le conseil municipal de la ville de Laval, notre voisine, a entériné la nomination de son nouveau directeur général. Le comité de sélection a été formé suite au départ du précédent directeur général. Un comité de sélection multipartite a été mis sur pied. Ce dernier a pu analyser les candidatures reçues et soumettre son choix final au comité exécutif pour le remplacement du directeur général de la ville de Laval. Comparons maintenant ce processus avec celui suivi. D'accord. En terminant, je souligne que finalement, on a seulement 3 allégués qui justifient la nomination du nouveau directeur général, à savoir qu'il y avait lieu d'en nommer un et qu'il était opportun de recommander le nom de M. Marcoux. Sérieusement, pensez-vous que vous ne pensez quand même pas que je vais voter sur une résolution de cette importance sans connaître tous les tenants et aboutissants du dossier? C'est pourquoi j'ai quelques questions à vous soumettre. Qu'est-ce qui motive le fait de nommer un nouveau DG avec une telle urgence? Nous avons 2 DG adjoints, dont l'un pouvait agir comme DG pendant la période de recrutement d'un nouveau DG, comme cela a été le cas avec le précédent directeur général. Pourquoi agir aussi précipitamment et quelle était l'urgence? Ma deuxième question, pourquoi était-il si opportun de nommer spécialement M. Marcoux? N'aurait-il pas été tout aussi opportun d'aller en recrutement avec un comité de sélection pour s'assurer qu'on n'avait pas un candidat à l'interne en mesure de faire le travail ou un DG de l'externe en progression de carrière plutôt qu'en fin de carrière, intéressé à relever un nouveau défi chez nous, d'autant plus qu'étant en plein processus de transformation organisationnelle, la T2025, on risque fort, après avoir perdu notre premier capitaine dans la première année, de devoir en changer dans 2 ans pour terminer cette transformation organisationnelle en 2025 avec un 3e DG. Enfin, ma 3e question concerne le salaire du nouveau DG. Il s'agit d'une augmentation de 16 000 $ récurrente par rapport au salaire de l'ancien DG. Vous vous rappellerez que lors de l'adoption du budget du 10 décembre dernier, vous avez indiqué qu'il s'agissait d'un budget très serré et que nous aurions une présidente du Conseil du Trésor, en la personne de Mme Bellavance, qui veillerait à ce qu'il n'y ait aucun dépassement budgétaire. Alors, j'aimerais savoir si la Commission de l'administration et finances a été consultée avant qu'on accorde cette hausse de salaire qui risque de s'ajouter à l'année de salaire qui sera versée à l'ancien DG. Merci. 3 questions. Alors, écoutez, M. Morin, première des choses, depuis 30 jours, vous auriez pu poser toutes ces questions-là, mais malheureusement, vous n'avez pas cru bon communiquer avec qui que ce soit membre du conseil municipal au cours des 30 derniers jours. Par exemple, à votre question sur le salaire de M. Marcoux, si vous aviez posé la question, vous aurez répondu qu'étant donné la réalité, donc l'âge de notre directeur général, que celui-ci, dans le contrat, plutôt que de lui verser des sommes d'argent à son fonds de pension, puisqu'on ne peut pas, à partir d'un certain âge,
la Ville a plutôt négocié avec le nouveau directeur général un facteur d'équivalence plutôt en salaire, ce qui fait qu'en bout de ligne, le paiement et le versement au directeur général est exactement le même montant que le précédent directeur général. Alors, d'où la pertinence, je pense, de poser ces questions avant de prendre une décision devant le Conseil, plutôt que d'attendre 30 jours puis laisser passer le temps pour poser un certain nombre de questions. Il y avait mon collègue Yann Maisonneuve, qui est d'ailleurs qui a une vocation professionnelle en ressources humaines, qui a été très impliqué dans les travaux qu'on a menés au cours des dernières semaines, qui aurait voulu aussi s'exprimer. Puis je pense qu'il y avait M. Paquin. Alors, je vais les laisser s'exprimer. Je suis convaincu qu'avec leur explication, ils vont donner un certain nombre de réponses à vos questions ce soir. M. Maisonneuve. Oui, merci, M. le maire. Écoutez, Robert, M. Morin, je pense que dans vos questions, je pense que c'est correct que vous comprenez que M. Marcoux a quand même plus de 30 ans d'expérience dans le domaine municipal. Je pense que vous ne doutez pas de sa compétence en tant que telle. Je pense pas que vous l'avez mentionné nécessairement. Il a grandi, il a gravi les échelons, commencé, Sainte-Foy, Québec, Montréal et là, Terrebonne. Non, mais sans blague... juste regarder son contrat, vous avez posé des questions, M. le maire a répondu à une partie au niveau du salaire. Moi, je pense que revoir son contrat, lisez-le comme il faut, je pense que vous allez être doublement satisfait. Effectivement, moi, je me demande pourquoi vous avez attendu 30 jours. Est-ce que c'est vraiment pour faire un bon travail ou c'est pour faire un show? Honnêtement, je me pose la question. Vous le savez, normalement, je suis accessible. On peut me poser des questions, puis je vais être là. Ça va me faire plaisir de répondre aux gens. Vous avez mentionné tantôt transformation organisationnelle. Je ne suis pas là pour faire la leçon en RH, mais justement, en transformation organisationnelle, on ne peut pas laisser le bateau sans capitaine pendant un nombre de temps. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de points, des milestones à avoir, etc. C'est important d'avoir un capitaine, quelqu'un qui a de l'expérience au niveau de la transformation organisationnelle. Et M. Marcoux, je suis persuadé, est le meilleur candidat pour faire le travail. Donc, moi, honnêtement, je suis juste déçu. Si vous voulez faire de la politique, de faire des leçons ou quoi que ce soit, pourquoi ne pas attendre dès que vous avez l'information? Vous avez dit au 21 décembre que vous aviez eu l'information. Bien, à ce moment-là, peut-être de se mettre en contact avec nous dès le 21 décembre ou le 22. Ça va déjà être beaucoup mieux qu'attendre à la journée qu'on est supposé voter son entrée. Merci, M. le maire. Merci, M. le maire. Dans le fond, vous disiez, M. Morin, qu'on avait déjà décidé. Le comité exécutif, à certains moments, selon les pouvoirs qui nous sont conférés, décide ou recommande. Ce soir, on vous recommande d'entériner l'embauche de M. Marcoux. Il faut dire 205 000 son salaire. Pas de prime de départ, ce qui veut dire que demain matin, il décide de quitter, ça coûte 0 deniers publics pour qu'il quitte ses fonctions. Il n'y aura pas de prime de départ, de part et d'autre, bien sûr. Et quand on regarde la feuille de route de M. Marcoux, il a eu à gérer l'une des plus grandes villes au Québec, soit la ville de Montréal et la ville de Québec. 27 ans d'expérience. Après l'UPAC aussi, il faut dire, du côté de Montréal. Je pense que la feuille de route de M. Marcoux est remarquable et il peut très bien servir les intérêts de la population de Terrebonne. Depuis la fusion de la ville de Terrebonne, on est devenu la 10e plus grande ville au Québec, mais on ne s'est jamais donné un DG à la hauteur de la 10e plus grande ville au Québec. Et je pense que la venue de M. Marcoux fait en sorte que nous aurons un DG à la hauteur de la 10e plus grande ville au Québec, et ce qui sera certainement un formateur pour l'ensemble de la fonction publique qui travaille ici à Terrebonne jour après jour pour se distancer du passé, du trouble passé qu'on a vécu à Terrebonne depuis près de 15 ans. Merci, M. le maire. Monsieur le maire, juste si vous me permettez, il n'y a personne ici qui a critiqué M. Marcoux. Puis je pense dans ce que j'ai entendu de M. Morin n'a pas critiqué M. Marcoux. Ce qui est déplorable, c'est que ma collègue, moi, et M. Morin, peut-être M. Fontaine également, je l'ignore, c'est qu'on a été appelés et on a dit « Le DG s'en va, voici le nouveau DG, c'est comme ça que ça se passe. » Fait que ce que je pense que mon collègue M. Morin dit, et avec raison, c'est qu'il y a eu un manque de transparence ici dans ce processus-là, et on a été mis
sur le fait accompli. Et là, après, vous me dites, ah ben là, posez des questions après. Mais en même temps, on est sur le fait accompli. Et je pense que ce que M. Morin ici vient critiquer, c'est cet aspect-là et non pas ce que M. Marcoux est, en fait. Non, écoutez, on ne fera pas un débat de répliques, etc. Alors là, les gens se sont exprimés. Vous avez eu plus d'1 minute. Je pense que les gens ont le droit de s'exprimer. À ce moment-ci, est-ce qu'il y a d'autres élus qui souhaiteraient s'exprimer? En ce moment-ci, est-ce qu'il y a d'autres élus qui souhaiteraient s'exprimer? En bout de piste, ce sont les membres du conseil municipal qui s'expriment. Donc, à ce moment-ci, j'en appellerai au vote. Alors, quels sont ceux qui sont en faveur de la résolution 5.2 pour la nomination de M. Alain Marcoux au poste de directeur général pour une durée de 2 ans? Alors, ceux qui sont en faveur. Alors, quels sont ceux qui sont en défaveur? Oui. Alors, M. le greffier, vous avez fait le décompte? Oui. Moi, j'ai une question. Excusez-moi, madame, vous ne pouvez pas vous exprimer pendant qu'il y a un vote. Il y a une période de questions à la fin. Vous ne pouvez pas vous exprimer. Excusez-moi. Excusez-moi, madame, vous pouvez pas insulter les gens du conseil municipal. Vous pouvez pas faire ça. Non. Madame, je vais vous demander d'arrêter, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas vous exprimer comme ça. Il y a une période de questions. Vous viendrez à ce moment-là. Merci. Alors, 11 pour, 3 contre. Alors, la résolution 5.2 est adoptée. Alors, Monsieur le greffier, on passe au point 5.3. Alors que le règlement modifiant le règlement numéro 123, décrétant les travaux de construction d'une conduite d'aqueduc sous le Marie-Josée et le chemin Saint-Roch, entre la montée Gagnon et l'avenue Paradis, afin de régulariser la taxation en modifiant le mode de taxation pour appliquer un taux à l'unité d'évaluation ou compensation, soit adopté sous le numéro 123-2 et le projet de règlement a déjà été déposé et copie remise aux membres du conseil présent lors de la séance du 10 décembre 2018. Proposé par Caroline Desbiens, appuyé par Éric Fortin. Non, mais je vais le dire fort, sinon ça va être gosse. Oui, c'est ça, effectivement. Que le 5.4, que le règlement décrétant l'exécution de travaux de pose de bordure de trottoir de revêtement en béton bitumineux, d'installation de l'éclairage routier, d'aménagement de surface publique des rues de Melbourne, de Nagano, d'Oslo, d'Osaka, ainsi qu'une partie d'infrastructure pour desservir le secteur commercial dans le boulevard de la Pinière afin qu'il soit modifié afin de régulariser la taxation en modifiant le mode de taxation pour appliquer un taux à l'unité d'évaluation ou compensation et qu'il soit adopté sous le numéro 125-2. Le projet de règlement a été déposé et copie remise aux membres du conseil présent lors de la séance du 10 décembre 2018. Alors, proposé par Éric Fortin, appuyé par Serge Gagnon, monsieur le directeur général. Alors que le règlement modifiant le règlement numéro 180 décrétant l'exécution de travaux d'aqueduc et de revêtement bitumineux dans la rue Joanne afin de régulariser la taxation en modifiant le mode de taxation pour appliquer un taux à l'unité d'évaluation ou compensation soit adopté sous le numéro 180-4 et le projet de règlement a été déposé et copie remise aux membres du conseil présent lors de la séance du 10 décembre 2018. Proposé par Serge Gagnon, appuyé par Éric Fortin. Le règlement modifiant le règlement numéro 303-1 décrétant l'exécution des travaux de revêtement bitumineux, d'aménagement paysager et d'installation de l'éclairage routier sur le prolongement de la rue Hector Chartrand afin de régulariser la taxation en modifiant le mode de taxation pour appliquer un taux à l'unité d'évaluation ou par compensation soit adopté sous le numéro 303-2. Le projet de règlement a été déposé et copie remise aux membres du conseil présent lors de la séance du 10 décembre 2018. Proposé par Brigitte Villeneuve, appuyé par Nathalie Ballavance. Que le règlement décrétant le taux de toutes les taxes, tarifs et compensations pour l'exercice financier 2019 de la Ville de Terrebonne soit adopté sous le numéro 724. Le projet de règlement a été déposé et copie remise aux membres du conseil présent lors de la séance du 10 décembre 2018.
Alors, on va commencer par proposeur, par M. Yann Maisonneuve, appuyé par Nathalie Bellavance. Alors, ceux qui sont en faveur, le point 5.7, levez la main. Alors, ceux qui sont contre. Merci. Alors, la résolution 5.7 est adoptée. 5.8. Que le règlement modifiant le règlement 3500 sur la population animale afin de modifier l'article 10.10 concernant l'enlèvement de nettoyage de matière fécale d'un animal soit adopté sous le numéro 3500-6. Le projet de règlement a été déposé et copie remise aux membres du Conseil présent lors de la séance du 10 décembre 2018. Alors, proposé par Éric Fortin, appuyé par Caroline Desbiens. Il a déposé un projet de règlement numéro 703-1 modifiant le règlement 703 décrétant des travaux de reconfiguration de la géométrie du rang Saint-François entre la rue des Vignes et la Montée-Gagnon ainsi que des travaux d'égouts sanitaires et pluviales, de bordures, de pistes cyclables et d'éclairage et prévoyant un emprunt n'excédant pas 974 000 et admissible au programme TEC 3 afin de porter le montant de l'emprunt à une somme de 1 412 400 $. Copie du projet de règlement remise aux membres du Conseil présent. C'est Serge Gagnon. Parce que Réal n'est pas là. Il a déposé un projet de règlement numéro 716 décrétant les travaux d'élargissement et pavage du chemin Saint-Roch entre la Montée-Gagnon et la rue Paradis et prévoyant un emprunt de 4 670 600 $. Copie du projet de règlement remise aux membres du Conseil présent. Alors, M. Serge Gagnon propose. M. le maire, juste pour ce point, j'ai quelques questions pour vous, est-ce que vous me permettez? Allez-y. D'abord, il y a une proposition d'un dépôt de projet de règlement. Vous savez que c'est un dépôt de projet de règlement, c'est pas son adoption. Est-ce que vous avez fait Mais, c'est parce que là, on a voté l'avis de motion la dernière fois, là, c'est un dépôt d'avis de règlement. J'aimerais juste savoir, M. le greffier, quelle est la force, c'est un dépôt de règlement Ah, excusez. Le dépôt est obligatoire en vertu de la loi. Il y a les 3 étapes, en fait. L'avis de motion, le dépôt du règlement, qui peut être fait en même temps de l'avis de motion quand c'est possible, et puis par la suite, l'adoption à une autre séance. Alors, il y a à la séance du 4 février. Je vais l'avoir avec le micro. Oui, bien ma question, en fait, c'est, je vais être honnête avec vous, j'ai vu que c'était une piste cyclable, en fait, sur le chemin Saint-Roch. En soi, ça va bien, ça, c'est correct, c'est pas ça le problème. Mais on parle d'un montant de près de 5 millions de dollars pour cette piste cyclable-là, et c'est un montant qui est extrêmement considérable. Et quand j'ai regardé les plans qui venaient en annexe, je me posais la question parce que la piste cyclable comme telle est reliée à aucun autre endroit, n'est pas reliée à une autre piste cyclable. Et l'autre question que je me posais aussi par rapport à ça, c'est que, est-ce qu'il y a eu une étude dans le dossier? Est-ce qu'il y a eu une étude qui a été faite? Parce qu'à ma connaissance, peut-être... Ça fait des années qu'il y a étude de 20 ans. Ben là, 20 ans. Moi, je n'étais pas là, ça fait 20 ans, là. Mais là, je vais répondre à quelques-unes de vos questions. Je tendais de faire ça court. Alors, écoutez, d'abord, les études, ils ont eu lieu il y a plusieurs années, mais notamment il y a 3 ou 4 ans. Et ce n'est pas simplement de faire une piste cyclable, parce que la piste cyclable va aussi devenir un élargissement parce que c'est 2 fossés. Donc, il y a un côté où il n'y aura plus de fossés, qui pourrait être aussi utilisé pour les piétons qui vont pouvoir circuler lorsqu'ils vont vouloir aller rejoindre le boulevard et aller vers l'école primaire. Donc, l'élargissement, oui, va permettre une plus large piste cyclable, mais aussi va permettre d'avoir un petit peu plus d'espace dans ce secteur-là où il y a 2 fossés de chaque côté. Et dans le 5 millions de dollars, ce n'est pas seulement la piste cyclable, il y a aussi le remblaiement d'une partie, donc il y a le remblaiement du fossé d'un côté qui va être réalisé. Il y a aussi le pavage qui va être réalisé. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'éventuellement, cette piste cyclable-là va relier à un des très rares lacs que nous avons à Terrebonne, qui est le lac Beauchemin. Et éventuellement, on va être capable aussi de faire un tracé
qui va aller vers le lac Beauchemin avec cette piste cyclable-là, qui va devenir très intéressante au niveau des déplacements et de profiter de la nature dans le secteur ouest de Terrebonne. D'ailleurs, c'est un projet qui avait été priorisé par la Ville il y a plusieurs années et qui se concrétise maintenant. M. Gagnon, qui connaît aussi un peu le dossier parce qu'il est à la CEPET. Oui, c'est beaucoup aussi un élément de sécurité. Plusieurs rues perpendiculaires collectent avec cette rue principale. Donc, les piétons se retrouvent sur une rue qui est très étroite et dangereuse à emprunter, soit en vélo ou à pied. Donc, ça prive les citoyens d'un accès sécuritaire à leur artère principale. On va l'avoir. Non, mais vous comprenez, c'est juste que moi, j'ai des questions. Je vois ça, puis en tant qu'élu, je vois une dépense de 5 millions. Je vois pas l'étude qui est acheminée à sauf le point qui est retenu, le point 2. Vous comprenez, M. le maire, que c'est normal que j'ai des questions. C'est une dépense qui est considérable, puis surtout en présence du budget actuel, je me posais des questions, donc c'est normal que je vous ai posé la question en ce sens. Puis ce que je vous demande, c'est est-ce que d'ici la prochaine séance, est-ce que c'est possible d'avoir plus de détails au niveau de l'étude par rapport à ça, parce que c'est quand même une dépense qui est assez majeure par rapport à ça. Écoutez, M. Michaud, là, vous posez vos questions en pleine séance publique, mais depuis vendredi que vous avez le dossier. Alors, je présume que depuis vendredi, lorsque vous avez des questions comme ceux-là, plutôt que d'attendre au moment de voter pour les poser, ce qui serait peut-être le mieux, c'est de les acheminer avant, de façon à permettre à la direction, dans ce cas-ci du GINI, de répondre à vos questions plus spécifiques. La problématique, c'est que là, vous arrivez avec une question au moment où il faut voter. Je présume que cette question-là, vous y avez pensé avant qu'on passe proposeur secondaire. Je présume, là, à moins que vous me disiez que c'est arrivé instinctivement. Quand vous avez des questions comme ça, le mieux, c'est de les acheminer et la direction concernée pourra vous donner les réponses. Mais pour ça, il faut les envoyer un petit peu avant que de faire ça sur le plancher. Je ne sais pas si c'est bon pour vous. En fait, ce qui est surtout diligent, c'est que lorsqu'on a des questions importantes qui, justement, ont un impact budgétaire, le mieux, c'est de ne pas attendre 15 secondes avant qu'on passe au vote pour la poser. C'est de la poser bien avant la séance du Conseil. Ça vous aiderait certainement à pouvoir prendre une décision encore plus éclairée. Alors, je prends note de vos questions, puis je pense qu'il y aura un suivi par la direction. Bien, Écoutez, vous avez tous les dossiers. Vous avez. Non, mais je m'excuse, M. Michaud. Je comprends que vous êtes un conseiller de Génération Terrebonne. Je comprends que vous avez un travail à faire. Mais quand vous avez des questions, vous avez exactement les mêmes dossiers que tous les autres membres du conseil municipal. Je ne sais pas, Mme Villeneuve, vous, avez-vous un dossier qui est différent de ce qui est présenté? Non? Alors, tout le monde a les mêmes dossiers. Ce que je veux dire, c'est que... Écoutez, avant de voter, vous avez des questions, mais lorsque vous avez des questions techniques, je présume qu'ils n'arrivent pas 3 secondes avant qu'on vote, là. Bien, posez-les vos... Oui, mais posez-les vos questions. Malheureusement. Très bien, merci. Ça va? De toute façon, c'est une perte de temps, là. Non, mais c'est parce que ça fait 3 jours que tu aurais pu poser la question. Je pense qu'en 3 jours, tu avais le temps, là. De toute façon, ça ne donne rien. On continue? Alors, la proposition, est-ce que le 5.10, est-ce qu'il y a un vote qui est demandé? Alors, c'est adopté. Si vous me dites qu'on va, le règlement, on va le voter les 4. C'est ce que M. le greffier vient de vous dire. Il va être représenté. Très bien, merci. Alors, 5.11? Est-ce qu'avant 5.11, s'il y a des questions, levez la main, juste pour être certain. Comme ça, on va le savoir avant. Vas-y. Voilà.
Alors, il est donné un avis de motion et un dépôt pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire du projet de règlement numéro 726 décrétant le paiement d'une indemnité d'expropriation concernant l'acquisition des lots 4 577 868 et 4 577 869 du cadastre du Québec, situé dans le parc de la Montée-du-Mai, et un emprunt montant de 4 315 000 pour en payer le coût. Copie du projet de règlement est remise aux membres du Conseil présent. Alors, proposé par Caroline Desbiens, appuyé par Yann Maisonneuve. C'est juste Mme Desbiens. Juste Mme Desbiens, exact. C'est l'avis de motion et un dépôt comme tel, pour la même personne. Alors, il a donné un avis de motion et un dépôt pour adoption à une prochaine séance ordinaire et ou extraordinaire du projet de règlement numéro 727 décrétant les travaux de stabilisation des berges d'un tronçon du cours d'eau Ouimet-Gascon et un emprunt montant de 5 846 700 $. Copie du projet de règlement remise aux membres du Conseil présent. Alors, avis de motion est donné par M. Simon Paquet. Il a donné un avis de motion et un dépôt pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire du projet de règlement numéro 723-1 modifiant le règlement de tarification pour l'utilisation d'un bien ou d'un service ou pour le bénéfice retiré d'une activité afin de remplacer les annexes relatives à la tarification des activités de loisirs, de sport et de vie communautaire. Et copie du projet de règlement est remise aux membres du Conseil présent. Avis de motion donné par Brigitte Villeneuve. Il a donné un avis de motion pour adoption d'une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire du règlement numéro 714 décrétant le remplacement des gouttières à la bibliothèque et au bureau seigneurial de l'île des Moulins, le remplacement des portes et fenêtres de la bibliothèque de l'île des Moulins, le remplacement des tubes T12 dans tous les immeubles de la ville, la réfection des dalles d'une des gloriettes du parc Masson, le remplacement du système de serrurerie Médéco et des panneaux d'alarme PC 420, incluant le mécanisme d'ouverture à distance des chalets de parc, l'optimisation de la gestion émotique des contrôles des systèmes ACVC, le remplacement du système d'humidification du 748 rue Saint-Pierre, le remplacement des chaudières au mazout et de toitures du centre Marie-Victorin et l'élaboration du programme de priorisation des interventions sur l'ensemble du parc immobilier municipal et prévoyant un emprunt montant de 2 636 700 $ financé pour une période de 20 ans, imposé et prélevé annuellement sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la ville. Alors, proposé, l'avis de motion est donné par Yann Maisonneuve. Que le règlement modifiant le mode de taxation du règlement numéro 120 décrétant l'exécution de travaux de pose de bordure de trottoir de revêtement de béton bitumineux, l'installation d'éclairage routier, d'aménagement de pistes cyclables et d'espaces verts, ainsi qu'une partie des infrastructures du boulevard projeté dans le projet Place Alexandre Cousineau prévoyant un emprunt montant de 2 426 000 pour en payer le coût, soit adopté sous le numéro 120-1. Et le projet de règlement a été déposé et copie remise aux membres du Conseil présent lors de la séance du 10 décembre 2018. Alors, l'adoption, alors proposée par Yann Maisonneuve, appuyée par Éric Fortin. Juste une chose. Ouais. Vas-y, le micro. Oui, c'est juste une petite coquille. C'est pas boulevard, mais c'est bien rue qui devrait être indiqué, donc pour les prochaines fois. Merci. Alors, 5.16. 5.16, merci, M. le maire. Que le Conseil de la Ville de Terrebonne, conformément à l'article 468.38 de la Loi sur les cités et villes, approuve le règlement numéro 38 de la Régie d'aqueduc intermunicipal des Moulins décrétant des travaux de mise aux normes des systèmes de dosage d'alun et d'hypochlorite de sodium de l'usine de filtration de la Régie et autorisant un emprunt montant de 1 242 000 $. Proposé par Yann Maisonneuve, appuyé par Nathalie Ricard. Que suivant la recommandation du comité exécutif du 12 décembre 2018, le Conseil de la Ville de Terrebonne adopte la politique de visibilité ou de commandite de septembre 2018, dont copie est jointe à la présente, que le comité d'attribution des commandites prévu à la dite politique soit composé des titulaires des fonctions suivantes, à savoir
président ou présidente de la Commission des sports, loisirs et plein air, président ou présidente de la Commission du développement social et communautaire, président ou présidente de la Commission de la culture, du patrimoine et du tourisme, chef de service soutien à la vie associative à la direction du loisir et vie communautaire et directeur ou directrice des communications et des relations avec les citoyens. Proposé par Simon Paquin, appuyé par Brigitte Villeneuve. Suivant la recommandation du comité exécutif du 9 janvier 2019, le Conseil de la Ville de Terrebonne désigne les personnes mentionnées ci-dessous comme représentants de la Ville de Terrebonne au Conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation du Sud de la Naudière pour un mandat de 3 ans renouvelable, à savoir Mme Brigitte Villeneuve, conseillère du district municipal numéro 1, Mme Nathalie Bellavance, conseillère du district numéro 2, et M. Éric Fortin, conseiller du district 6, qu'un membre socio-économique soit proposé par le conseil municipal de la Ville de Terrebonne, lequel devra ensuite être nommé par le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, et que la résolution 332-07-2018 nommant les membres du conseil sur différents comités soit modifiée en conséquence. Proposé par Simon Paquin, appuyé par Nathalie Ricard. Que suivant la recommandation du comité exécutif du 16 janvier 2019, le Conseil de la Ville de Terrebonne autorise le maire ou le maire suppléant, le greffier ou l'assistant greffier à signer pour et au nom de la Ville de Terrebonne l'acte d'acquisition par construction de nid Gravel incorporé ou tout document nécessaire en faveur de la Ville de Terrebonne des lots 4 millions pour acquérir les lots 4 250 294 et 295 du cadastre du Québec à être présenté par le bureau de notaire d'Agenais et associés. Alors, proposé par Yann Maisonneuve, appuyé par Caroline Desbiens. Que demande soit faite au ministère de la Sécurité publique d'envoyer l'hydroglisseur en temps opportun sur la rivière des Mille-Îles à Terrebonne dans le secteur Lachenay afin d'éviter la formation d'embâcles. Proposé par André Fontaine, appuyé par Éric Fortin. Que le Conseil de la Ville de Terrebonne autorise pour l'année 2019 l'engagement des dépenses incompressibles suivantes, à savoir le tout étant pour un montant de 216 559 300 $, dont la description apparaît à la présente résolution. Proposé par Nathalie Bellavance, appuyé par Yann Maisonneuve. Suivant la recommandation du comité exécutif du 9 janvier 2019, le Conseil de la Ville de Terrebonne autorise l'appropriation des soldes disponibles des règlements d'emprunt fermés en réduction du solde de l'emprunt à refinancer selon les tableaux suivants, à savoir le règlement 368 et suivant, si après décrit, pour un montant total de 87 900,45 $, et que le certificat de disponibilité de crédit numéro 2019-004 émis par l'assistante trésorière soit y est joint à la présente pour en faire partie intégrante et copie de la présente résolution soit transmise au service du financement municipal du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Proposé par Nathalie Bellavance, appuyé par Yann Maisonneuve. Suivant la recommandation du comité exécutif du 16 janvier 2019, le Conseil de la Ville de Terrebonne décrète l'établissement, en vertu de l'article 71.1 de la loi sur la fiscalité municipale, des sous-catégories d'immeubles dans la catégorie des immeubles non résidentiels, et ce, conformément aux dispositions des articles 244.64.1 et suivants. Alors, proposé par Nathalie Bellavance, appuyé par Simon Paquin. Que suivant la recommandation du comité exécutif du 12 décembre 2018, le Conseil de la Ville de Terrebonne accepte, pour un troisième renouvellement d'un an à compter du 1er janvier 2019, la soumission pour les travaux d'élagage et d'abattage d'arbres avec la société Novafor Incorporée pour un montant de 114 748 $ taxes en su. Proposé par Nathalie Ricard, appuyé par Caroline Desbiens. Suivant la recommandation du comité exécutif du 12 décembre 2018, le Conseil de la Ville de Terrebonne, pour un
accepte pour un premier renouvellement d'1 an, compté du 1er mars 2019, la soumission pour le contrôle des moustiques avec la société GDG Environnement Limité au montant de 844 823,80 sous taxes en su, et que la société GDG Environnement soit autorisée à déposer une demande de certificat d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour le programme de contrôle des moustiques au nom de la Ville de Terrebonne. D'abord, je vais juste proposer par Caroline Desbiens, appuyé par Yann Maisonneuve. Je veux juste spécifier par ailleurs que la question qui a été posée par le citoyen tantôt, c'est l'octroi pour faire le travail, mais la surveillance, elle n'est pas présentée aujourd'hui. Il y a un appel de soumission qui va être différent. Et rappelez-vous que l'an dernier, l'exécutif, et ça avait été présenté devant le conseil municipal, l'enjeu de surveillance, le contrat avait été annulé et octroyé à une autre firme. Là. Ce que j'ai compris dans la lecture du règlement, c'est que c'est la firme à qui on donne le contrat qui va faire la demande des certificats d'autorisation d'arrosage. Donc, si jamais les certificats d'autorisation ne sont pas accordés, mettons, qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là? S'ils ne sont pas accordés, par exemple, pour le champ Saint-Maurice, là, entre autres, là, je ne sais pas comment on l'appelle, mais est-ce qu'à ce moment-là, les coûts vont diminuer? Est-ce que ça va être calculé? Je vais laisser M. Turcotte répondre, là, mais à votre réponse, c'est oui. Effectivement, le montant est estimé par rapport à un épandage à l'ensemble des endroits où c'est permis. Mais si jamais il arrivait que certaines zones ou certains secteurs ne seraient pas permis, évidemment, le coût va être réduit pour la zone en question. Est-ce que ça répond à votre question? C'est parce que c'est pas inscrit, ça. C'est pas inscrit dans le contrat. On ne le voit pas. Alors, comment on... En tout cas, oui, je fais confiance, c'est sûr, là, mais ça aurait été le fun de le voir inscrit. Monsieur Fontaine, non seulement je suis certain, l'an dernier à l'exécutif et au conseil municipal, quand le dossier avait été présenté, j'avais posé exactement la même question et c'est exactement ce qu'on m'avait répondu. Et c'est exactement ce qu'on a appliqué l'an passé, parce que comme vous vous rappelez, le champ de tir Saint-Maurice avait été exclu et donc la facture avait été moins élevée là, dans ce cas-là. Ça va? Admettons là, que si c'était le cas, là, effectivement, il n'y aurait aucune dépense qui serait faite naturellement. C'est bon? Suivant la recommandation du comité exécutif du 16 janvier 2019, le Conseil de la Ville de Terrebonne accepte la soumission de la firme Daronco, Pinot, Hébert, Varin, Incorporé pour les services professionnels pour l'élaboration de plans et devis et la surveillance des travaux de sécurisation pour le travail en hauteur pour un montant de 92 940 $ taxes en su à être pris à même les fonds disponibles du règlement numéro 711 et que le certificat de disponibilité de crédit numéro 2018-487 émis par l'assistante trésorière soit joint à la présente pour en faire partie intégrante. Alors, proposé par Serge Gagnon, appuyé par Nathalie Ricard. Suivant la recommandation du comité exécutif du 16 janvier 2019, le Conseil de la Ville de Terrebonne accepte la soumission de la société Groupe Québéco Inc., datée du 30 novembre 2018 pour les travaux d'installation d'une vanne intelligente sur la ligne d'approvisionnement en eau potable de Repentigny, le tout pour un montant de 88 713 $ taxes en su à être pris à même le fonds de roulement et remboursé sur une période de 5 ans en versement annuel consécutif et égaux et que le certificat de disponibilité de crédit 2018-495 émis par l'assistante trésorière soit joint à la présente pour en faire partie intégrante. Proposé par Yann Maisonneuve, appuyé par Nathalie Ricard. Que suivant la recommandation du comité exécutif du 16 janvier 2019, le Conseil de la Ville de Terrebonne accepte la soumission de la société Le Groupe LML Limité, datée du 19 novembre 2018 pour l'ajout d'un surpresseur à la station d'épuration de la Plaine.
Le tout pour un montant de 95 323,47 $, taxe censure à être pris à même les fonds disponibles du règlement numéro 686, que le certificat de disponibilité de crédit numéro 2018-496 émis par l'assistante trésorière soit joint à la présente pour en faire partie intégrante. Alors, proposé par Yann Maisonneuve, appuyé par Nathalie Bellavance. Que suivant la recommandation du comité exécutif du 16 janvier 2019, le conseil de la ville de Terrebonne désigne M. Alain de Guise, chef du service parc et espace vert, comme autorité compétente dans l'application, la surveillance et le contrôle du règlement numéro 639 relatif à la lutte contre la propagation de la grille du frein, et l'autorise à émettre tout constat d'infraction selon l'article 147 du Code de procédure pénale pour toute infraction à ce règlement. Alors, proposé par Nathalie Ricard, appuyé par Éric Fortin. 8.1, les dérogations mineures. Alors, suivant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme du 6 décembre 2018 et du 8 novembre 2018, le conseil donne suite aux recommandations comme suit. Pour le 3081 rue du Lilas, le conseil autorise, dans le but d'aménager un logement supplémentaire, que le logement principal possède une superficie de plancher totale de 104,6 m², alors que l'article 378 du règlement du zonage prévoit un minimum de 160 m², que le logement supplémentaire occupe une superficie de plancher totale de 73 %, alors que le règlement en prévoit 60 % maximum. Est-ce que quelqu'un souhaite s'exprimer sur ce dossier? Pour le 705 rue Paul-Antoine Giguère, il s'agit d'autoriser dans le but de construire une habitation unifamiliale isolée petit gabarit modèle 1 modifié, la largeur de façade du bâtiment à 56,17 % de la largeur du terrain, alors que le tableau T2 d'unité de voisinage du règlement 1009 prévoit un minimum de 60 %. Je vois personne au micro. Pour le 920 rue du Sablé, il s'agit d'autoriser l'agrandissement d'une habitation unifamiliale afin que la marge avant-secondaire soit de 2,76 m, alors que la grille des usages et des normes prévues au règlement prévoit un minimum de 4,5 m. Je vois personne. Pour le 3026 rue Anderson, il s'agit d'autoriser dans le but de régulariser un projet industriel la réduction de l'aire d'isolement autour du bâtiment à 1,03 m, alors que le règlement prévoit un minimum de 1,5 m, et la réduction de l'aire d'isolement autour du terrain à 0,28 m, alors que le règlement prévoit 1 m. Pour le 150-190 rue de la Pruche, il s'agit d'autoriser dans le but de construire 5 bâtiments multifamiliaux, que le coefficient d'occupation soit de 34 % à 37,1 %, alors que le règlement de zonage prévoit un maximum de 30 %, que les constructions souterraines de garage en piètre de 9,55 m en cour latéral, alors que l'article 109 du tableau D du règlement 1001 prévoit un maximum de 2 m, que les constructions souterraines du garage soient situées à 0 m de la ligne latérale, alors que le règlement prévoit 2 m, que les terrasses au rez-de-chaussée possèdent un empiètement de 4,01 m en cour avant, alors que le règlement prévoit un maximum de 2 m, que la largeur des allées d'accès soit de 5,2 m, alors que le règlement prévoit un minimum de 6 m. Pour la rue des Tilleuls, les lots 4 993 284 à 287 et les suivants, il s'agit d'autoriser pour un projet intégré visant la construction de 2 immeubles comprenant un total de 48 unités de logement, l'augmentation de l'empiètement en cour avant d'un balcon à 2,44 m, alors que le règlement autorise un empiètement de 2 m. La réduction de la marge d'escalier ouvert extérieur donnant accès au rez-de-chaussée ou au sol à 1,14 m, alors que le règlement prévoit une marge minimale de 1,5 m. Pas de question. Pour le 49-21 rue Jean-Guy Aubry, il s'agit d'autoriser dans le but de construire une habitation unifamiliale, une marge arrière à 6,82 m, alors que le règlement prévoit un minimum de 15 m.
et un empiètement de la galerie en cours avant à 6,1 mètres alors que le règlement prévoit un maximum de 2 mètres. Personne à l'avant. Pour le 4901 rue du Javelot, il s'agit d'autoriser dans le but de régulariser la superficie d'un bâtiment accessoire, à savoir un garage isolé, une superficie d'occupation au sol de 58 mètres carrés alors que l'article 115 du règlement 1001 prévoit un maximum de 55,74 mètres carrés. Pour le 4334 rue Fafard, il s'agit d'autoriser pour un projet d'agrandissement d'une habitation visant l'ajout d'un logement de type uniplex la réduction de la marge arrière à 5,52 mètres alors que la grille des usages et des normes du règlement prévoit un minimum de 7,5 mètres. Pour le 976 boulevard Maudit, il s'agit d'autoriser un concept d'affichage suivant ce qui suit l'augmentation de la superficie d'affichage en façade avant secondaire à 5,5 mètres, 5 %, alors que le règlement prévoit un maximum de 5 %. L'augmentation de la superficie d'affichage sur le mur latéral à 3,6 % alors que le règlement prévoit un maximum de 2 %. Et finalement, pour le 1323 boulevard des Seigneurs, il s'agit d'autoriser l'aménagement d'un enclos à conteneurs non enfouis en cours avant secondaire alors que le règlement prévoit les autorise uniquement en cours arrière. Alors, proposé par Brigitte Villeneuve, appuyé par Éric Fortin. Alors maintenant, le 8.2. Alors, concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale, que le Conseil de la Ville de Terrebonne donne suite aux recommandations du Comité consultatif d'urbanisme du 8 novembre et du 6 décembre 2018 et adopte à l'égard de chacune d'elles la recommandation de PIA prévue et énumérée au point 1 à 25 et dont le Conseil a pris connaissance. Est-ce que c'est là que le dossier, monsieur? Oui, je prends le dossier de monsieur. Sur quelle Code rue, ça? Terrebonne, c'est plus tard. Très bien. Alors, proposé, proposé par Brigitte Villeneuve, appuyé par Éric Fortin. Je veux juste être certain de ne pas vous oublier. Ça vient de ce sens. C'est-tu ce règlement-là qui... Non. Non, il est à 8.7, je pense. Les modifications réglementaires. C'est bon. Alors, 8.3. Le point 8.3, merci, M. le maire. Alors, que le Conseil de la Ville de Terrebonne autorise le greffier à rembourser le dépôt versé lors de l'ouverture des dossiers de démolition de l'immeuble situé au 792 rue Saint-Louis, considérant que le requérant remplit ses obligations. Proposé par Éric Fortin, appuyé par Brigitte Villeneuve. Point 8.4, que le Conseil autorise le greffier à rembourser le dépôt versé lors de l'ouverture du dossier de démolition de l'immeuble situé au 4085 chemin Martin, considérant que le requérant remplit ses obligations. Proposé par Nathalie Valavance, appuyé par Nathalie Ricard. Que le Conseil autorise le greffier à rembourser le dépôt versé lors de l'ouverture du dossier de démolition de l'immeuble situé au 2600 boulevard des Entreprises, considérant que le requérant remplit ses obligations. Proposé par Éric Fortin, appuyé par Serge Gagnon. Que le Conseil autorise le greffier à rembourser le dépôt versé lors de l'ouverture du dossier de démolition de l'immeuble situé au 1110 boulevard Maudit, considérant que le requérant remplit ses obligations à l'égard de la Ville. Alors, proposé par Nathalie Ricard, appuyé par Simon Paquin. Point 8.7. Que le Conseil de la Ville de Terrebonne adopte le procès-verbal de l'Assemblée régulière du Comité consultatif d'urbanisme tenu le 22 novembre 2018 relatif aux demandes de modification réglementaire. C'est là qu'il doit s'exprimer pour son dossier. Vous en avant. Alors, bonsoir, monsieur. Bonsoir, messieurs, dames. Non, votre nom et adresse. Mon nom est Yves Lemieux. Je représente ma compagnie Rénovation YL et Fils. Et je suis représentant mandaté par M. Simoneau, d'Arrosage Simoneau, sur le 220 Côte-Terrebonne. Nous avons fait une demande de changement de règlement de zonage au mois de septembre, je crois. Et puis,
j'attends les bonnes nouvelles de la ville. Bien, d'abord, le comité consultatif s'est réuni à l'une des deux rencontres, là, soit de novembre ou de décembre. Ils ont donc unanimement recommandé un refus à votre demande à ce moment-ci. Mais les membres du conseil municipal, lorsqu'ils reçoivent le procès-verbal de la réunion, donc ils en prennent connaissance. Alors ce soir, vous avez l'occasion de vous exprimer et d'expliquer un petit peu c'était quoi votre demande. Et le conseil pourrait retourner soit au comité consultatif de retourner faire ses devoirs ou pourrait prendre une décision différente. Alors ce soir, je vous permets de vous exprimer là, vis-à-vis votre préoccupation, la demande que vous avez faite. Bon, nous, on a fait une demande d'abord au mois de juillet 2018. Dans le journal la Ville avait donné une réglementation au conseil de ville d'un agrandissement de la bâtisse existante parce qu'il faut garder le droit acquis de la bâtisse. Mais nous, comme entrepreneurs, nous avons évalué la bâtisse, mais on ne peut pas reconstruire tout le tour de ça parce que c'est un ancien chalet. Les fondations, si on veut faire, par exemple, le drainage, de poser les drains français autour de la nouvelle bâtisse, quand on va excaver autour de l'ancienne bâtisse existante, mais le salage va s'écrouler parce que dans les côtés, il est entré vers l'intérieur, il est plein de champignons à l'intérieur. La bâtisse, c'est inconcevable de recevoir une bâtisse commerciale ou neuve par-dessus celle-là. Alors, les fondations ne sont pas réglementaires et ne respectent pas le code du bâtiment. Très bien. Monsieur le directeur de l'urbanisme, peut-être juste revenir brièvement là, sur ce qui avait guidé un peu la réflexion des membres du comité consultatif de l'urbanisme. Oui, Monsieur le maire, la demande était à l'effet d'autoriser l'usage commercial de fertilisation de pelouse et de déneigement qui s'approprie plus à un usage à la direction de l'urbanisme, à un code d'utilisation des biens-fonds de services de paysagement ou de déneigement. C'est un immeuble qui bénéficie de droits acquis, qui est situé dans un environnement plutôt résidentiel. Donc, en matière de zonage, le comité consultatif d'urbanisme, dans ses considérants, on vient mentionner là, les nuisances prévisibles de l'usage et le fait que d'autoriser cet usage-là dans ce quartier résidentiel-là, un usage de plein droit, ira à l'encontre de la vision que la Ville avait de cette propriété-là sur Côte-Terrebonne. Donc, c'est pour ces raisons-là que le comité consultatif d'urbanisme avait motivé son refus auprès du Conseil. Si on regarde toutes les industries qu'il y a dans ce coin-là, la plupart des résidences qu'il y a là, c'est toutes des commerciales. Là. Si on commence à la 2e avenue, à Côte-Terrebonne, où je demeurais avant, vous avez le Petro-Canada, la famille Girard qui est là. Là, en face, il y a anciennement un dépanneur qui est devenu une boulangerie. Et plus on avance vers la Côte-Terrebonne, il y a plus de commerce que de résidences. Je comprends, mais on s'entend. Je ne veux pas faire un débat ce soir, mais on s'entend qu'en termes de type de commerce, c'est pas de même nature. Là. Là, c'est ça. Puis l'autre chose, il y a un aspect de droit acquis, ces bâtiments-là sont déjà présents. Et donc, je pense qu'il faut faire la distinction là, entre les deux. Là. Puis l'autre chose, il faut faire la différence entre la présence, par exemple, d'un dépanneur qui est déjà existant, hein, donc qui est déjà, et le type de commerce ou de déneigement et aussi d'arrosage de pelouse, que je comprends, là, dans un secteur. Je pense qu'il peut y avoir aussi des réactions du voisinage et des gens qui demeurent à proximité. Monsieur Gagnon, monsieur... Ouais, vas-y, allez-y. Bien, j'avais demandé à M. Simoneau de faire valoir son point de vue à l'urbanisme. Pour ma part, je connais bien la rue. C'est un endroit qui est plutôt hétéroclite. Puis, je ne sais pas si M. Larue peut confirmer ce que je crois. Ce serait peut-être le moment de se questionner sur Côte-Terrebonne, puis de revoir peut-être
ce qui pourrait être fait à l'avenir sur cette rue, une espèce de planification urbaine plus à long terme, ce qu'on n'a pas tout à fait pour Côte-Terrebonne. Est-ce qu'il y a d'autres membres du Conseil qui souhaiteraient s'exprimer? Monsieur, est-ce que vous avez d'autres éléments à nous... C'est qu'on pourrait lui donner une allure résidentielle, la façade du commerce, parce que le commerce est déjà existant à cet endroit-là. Il y a plusieurs années que M. Simoneau exerce son commerce là. Moi, ce que je vous propose pour ce soir, d'abord, il y a eu un refus du comité consultatif de l'urbanisme basé sur ces critères. C'est une décision qu'il faut savoir respecter. Donc, il y a des citoyens qui siègent, qui ont analysé ce dossier-là. Maintenant, M. Gagnon formule une recommandation de réflexion qui va plus largement que votre dossier à vous. Et moi, je n'aime pas beaucoup que le Conseil prenne des décisions à la pièce. Et avant d'autoriser quelconque changement qui concerne un élément, je pense qu'il y a, dans une première étape, je pense qu'il y a une réflexion qui devrait être menée, par exemple, sur l'enjeu Côte-Terrebonne. Et je pense que le deuxième aspect, ça va être aussi important d'aller écouter les citoyens, comment ils voient ces aspects-là. Et je me sentirais mal à ce que le conseil municipal décrète une décision à cet effet-là, parce qu'on ne dispose pas tous les éléments pour prendre une décision. Et j'aurais aussi un malaise de prendre une décision qui aura un préjudice favorable à votre égard avant même qu'on ait fait un travail à cet effet. Alors, pour ce soir, ce que je vous dis, c'est que nous allons maintenir la recommandation du comité consultatif, mais avec le directeur de l'urbanisme et avec les membres du conseil, on pourra poser certaines questions. Il y a peut-être un travail qui devrait être fait et ce genre de travail-là ne se fera pas en quelques semaines. Je pense que le conseil ne va pas prendre des décisions à la va-vite. Alors, je vais être très certain à cet effet-là. Je pense que ça va être important que les citoyens, si nous prenons le chemin d'avoir quelconque modification, qu'ils puissent s'exprimer de façon claire et limpide à cet effet. Alors, vous allez faire paraître dans les journaux les modifications qu'il va y avoir? Non, non, absolument pas. Je ne suis pas en train de vous dire, je ne vous annonce pas des modifications. Non. La Ville a un travail qu'elle doit mener de réflexion. Okay. Et après cela, elle pourrait aller consulter les citoyens dans ce secteur-là et arriver à une certaine forme de consensus. La dernière chose que je souhaiterais, c'est que la Ville décrète et tente de faire approuver ces décisions auprès des citoyens dans le secteur. C'est plutôt l'inverse. Moi, j'aurais un malaise à ce que le Conseil décrète dans de telles circonstances. Pour vous, d'une certaine manière, je suis désolé, parce que d'une certaine manière, on ne prendra pas une décision qui va vous être favorable avant qu'on ait fait ce travail-là. OK. Ce travail-là demande combien de temps à peu près? Je ne veux pas m'engager sur le nombre de temps, mais je vous garantis que ce n'est pas en quelques mois. Ça, je vous le garantis. Ça, OK, c'est sûr, parce certain. que nous, on avait un projet pour faire au printemps. Je comprends, mais ça, pour le printemps, vous pouvez oublier ça. Ça, c'est sûr, certain. OK. Ce ne serait pas responsable de prendre une décision pour les citoyens dans le secteur. Je pense que les gens vont vouloir s'exprimer et ce serait pas sérieux de leur dire qu'il faut s'exprimer parce qu'il y a quelqu'un qui veut débuter des travaux pour le printemps. Alors, ça ne serait pas... Non, c'est correct. J'apprécie votre décision. Merci beaucoup, M. Merci. Merci. Bonsoir. Bonsoir à vous tous. Denis Poitras, 340 Place Fidèle, Terrebonne. Moi, je suis résident depuis 44 ans. Ce commerce-là, il y en a toujours eu depuis 44 ans. Et il y avait de l'horticulture dans les premières années, suivi de ce qu'on connaît, les arrosages Simoneau, et l'hiver, du déneigement. Tout le matériel roulant est en arrière dans la cour. En façade, personne ne voit quoi que ce soit, sauf la réclame qui est permise par la Ville, du commerce. Moi, je me dis qu'il faudrait peut-être prendre comme acquis que ces commerces-là, qui exigent depuis plus longtemps que la Ville, c'était Saint-Louis-de-Terrebonne, votre information. Je comprends, mais puisque vous avez été membre du conseil municipal pendant plusieurs années, comment se fait-il que la Ville n'a jamais initié un travail de réflexion
justement pour La régulariser côte Terrebonne, je vous la pose la question. oui, les commerces ne dépassaient pas la rue Georges VI. Ouais. Aucun commerce ne dépassait Georges VI. Tous les commerces étaient, parce que Saint-Louis de Terrebonne arrêtait là. Ouais. Les autres rues n'étaient pas existantes encore, il n'y avait pas de nom de rue. Donc, le commerce, les plus loin, était Georges VI. Mais je comprends vos arguments, mais ce soir, ce qui serait irresponsable par le conseil municipal, c'est de devancer, de donner une permission à quelqu'un avant même qu'on fasse un travail de réflexion. Excusez, ça serait pas moi, correct. c'est pas serait une pas réflexion. correct, la réflexion est bonne pour l'ensemble qui continue Côte-Terrebonne, qui est déjà résidentiel à 88-90 %. Contrairement, même il y a des commerces qui existent, qui ne sont pas réglementés par la Ville, qui sont toujours là et que personne les a abolis. Donc, en réalité, moi, je me dis, il faut faire attention. Tous les gens du secteur, ils sont conscients que c'est là comme commerce et que c'est un commerce qui est quand même bien mis. Mais à ce moment-ci, ce soir, je ne veux pas prétendre que les gens de ce secteur sont d'accord ou non avec ce type de changement. Je pense que c'est lors d'une consultation en bonne et due forme avec une invitation à l'ensemble des citoyens auxquels ceux-ci pourront s'exprimer. Mais là, ce soir, on n'a pas fait ce travail-là. C'est un petit peu en allant contre bon gré pour la simple raison que ce commerce. Non, mais je ne peux pas le présumer ce soir-là. Ce commerce-là, les gens autour ont été consultés pour l'agrandissement. Un côté, c'est un notaire, puis l'autre côté, c'est des maisons à logement. Je veux juste être certain, monsieur le directeur de l'urbanisme, est-ce qu'il y a eu une forme de consultation qui a eu lieu dans ce dossier-là? Oui, monsieur le maire, le processus de consultation s'amorce selon la loi au moment où on vient apporter une modification réglementaire. Il y aurait pu y avoir une recommandation du comité consultatif à l'effet qu'on aurait pu faire une consultation en amont. Cependant, dans ce milieu-là, un peu comme M. Gagnon l'exprime, et je me permets de vous indiquer que nous serons éventuellement en révision quinquennale, la révision de la réglementation d'urbanisme, et qu'effectivement, il y a des commerces, il y a des plex, il y a de l'unifamilial. C'est un secteur assez hétérogène qui mérite une réflexion beaucoup plus grande qu'un certain terrain en particulier pour permettre un zonage particulier. C'est ce qui m'amène ce soir, par prudence, à ne pas prendre de décision unilatérale pour un commerce, un individu à un endroit, parce que la problématique du moment que la Ville peut, je dis bien peut, donc c'est une possibilité, annonce la possibilité de tenir une consultation et donc des modifications, bien, tout le monde va faire des demandes pour régulariser sa situation avant qu'on ait terminé le processus. Alors, malheureusement, ce soir, je n'annonce pas notre intention de faire une consultation en bonne et due forme avec un projet de règlement. Ce que je vous dis, c'est qu'on va l'étudier. Malheureusement, ce serait mal vu et ce serait malsain de donner un privilège et donc d'autoriser pour quelqu'un alors que tous les autres vont vouloir faire la même chose. Vous êtes d'accord avec moi que lorsqu'on commence à faire une étude d'un document semblable, ce n'est pas dans 2 jours, ni 3 jours, ni une semaine, ni des mois. Oui. Ça peut représenter peut-être jusqu'à 12 puis 15 mois avant qu'on en fasse la consolidation de la côte Terrebonne qui va jusqu'au poste de police-pompiers. Je suis d'accord, mais malheureusement, moi, j'hérite d'un état de situation d'une administration municipale. Puis cette situation-là fait que c'est un des défis qui est nommé et c'est pas vrai qu'on va la corriger en 2 semaines très rapidement. On va faire le travail comme il se doit. Je pense que les citoyens dans ce secteur-là, s'ils souhaitent s'exprimer dans le cadre d'un processus qui va être fait correctement, bien, je pense que le travail doit être fait comme il faut. Je suis conscient que sur la côte Terrebonne, peu importe, c'est un pourcentage qu'on a le droit de réfection de maison qui est de type ancienne. On dirait pas ancestrale, ancienne, peu importe. Il y en a une maison pas loin du 34, ils ont fait reconstruire l'intérieur. Du côté de la rivière, ça allait bien, ils ont redescendu en bas. C'est un bungalow sur 2 étages près de la rivière. Mais tu sais, c'est pour vous dire, c'est des travaux, c'est cas par cas. On ne peut pas quasiment
faire un projet comme ça, d'un bout à l'autre de la côte Terrebonne, vous êtes d'accord avec moi? C'est très long, la côte Terrebonne. Hein? C'est 8 km quasiment complet. Je suis d'accord avec vous ce soir, mais vous allez être d'accord au moins une chose avec moi ce soir, c'est qu'on ne va pas régler ça ici. Non, j'en suis conscient. Ça, on est Merci. d'accord là-dessus. Merci. Alors, proposeur, M. Serge Gagnon, appuyé de Yann Maisonneuve. Alors, 8.8. Je vais fermer mon micro. Alors que le Conseil de la Ville de Terrebonne renouvelle pour une période de 2 ans compté du 16 janvier 2019 le mandat des résidents suivants pour siéger à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme, à savoir M. Pierre Letourneau, Danny Daigle et Mme Julie Bégin, et que le Conseil de la Ville de Terrebonne renouvelle pour une période de 2 ans compté du 20 janvier 2019 le mandat du résident suivant pour siéger à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme, à savoir M. Maxime Laforêt. Alors, proposé par Éric Fortin, appuyé par Brigitte Villeneuve. Que conformément à la recommandation du comité consultatif... Je voudrais juste m'assurer que le projet de résolution est OK parce que j'ai ici en note un ajout de M. Laforêt dans la résolution qui va être modifiée. Je veux juste m'assurer que ce soit fait. OK, parce qu'il n'a pas été nommé. OK, merci. Alors, suivant la recommandation du comité exécutif du 12 décembre 2018, que le Conseil de la Ville de Terrebonne adopte le plan d'action 2018-2019 à l'égard des personnes handicapées de la Ville de Terrebonne, lequel sera diffusé via le site Internet de la Ville de Terrebonne. Proposé par Simon Paquin, appuyé par Nathalie Ricard, qui va venir me remplacer pour quelques minutes. Alors, nous sommes rendus au point 9.2. Merci, Mme Ricard. Alors, suivant la recommandation du comité exécutif du 12 décembre 2018, que le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l'assistant greffier soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Terrebonne le contrat pour la location d'heures de glace pour l'hiver 2019, soit de janvier à mars, avec les complexes sportifs Terrebonne incorporés, pour un montant de 796 029 taxes censues, et l'octroi de ce contrat ne requiert pas de procédure d'appel d'offres selon l'alinéa 2.1 de l'article 573.3 de la loi sur les cités et villes. Alors, appuyé par Éric Fortin, secondé par Brigitte Villeneuve. On passe au point 9.3. Que suivant la recommandation du comité consultatif du comité exécutif du 12 décembre 2018, le Conseil de la Ville de Terrebonne accorde une aide financière aux organismes décrits ci-dessous, le tout dans le cadre du programme de soutien financier aux organismes du milieu, à savoir le Centre d'arts martiaux Dojoka de Terrebonne, 919 $, le Club de nage synchronisé Coraline, 555 $, que le montant soit pris en les fonds disponibles du poste budgétaire 790 962 et que le certificat de disponibilité de crédit 2018-498 émis par l'assistante trésorière soit joint à la présente pour en faire partie intégrante. Alors, appuyé par Brigitte Villeneuve et secondé par Robert Brisebois. Point 9.5. 9.4, désolé. Alors, suivant la recommandation du comité exécutif du 16 janvier 2019, le Conseil accorde une subvention aux organismes suivants, à savoir Zone Ado, 94 589 $, la Chenée Action Jeunesse, 47 295 $, Chevalier de Colomb de la Chenée, 2500 $, Comité de loisirs Georges, 6 300 $, Famille au Sommet, 8 800 $, les Cobras de Terrebonne Junior AAA, 15 000 $. Société d'histoire de la région de Terrebonne, 27 978 $. Groupe plein air Terrebonne, 1 069 102 $. Groupe plein air Terrebonne pour le remplacement d'une chenille dameuse, 47 692 $. Cité Génération 55+,
251 562 Association du baseball mineur de Bois-des-Filions, Lorraine-Rosemère et Terrebonne, 9 324 Comité d'aide au Lachenois, 28 239 Les œuvres de Galilée, 23 186 Comité d'aide au Plénois, 23 186 Les dépenses locatives. Comité d'aide au Lachenois, 37 528 Pavillon de l'Harmonie, 14 329 Club de boxe L'Impérium, 21 132 Les œuvres de Galilée, 55 601 et Chevalier de Colomb de Terrebonne, 15 839 et que le certificat de disponibilité de crédit 2019-14 émis par la Centre trésorière soit joint à la présente pour en faire partie intégrante. Proposé par Brigitte Villeneuve, appuyé par Simon Paquin. Que suivant la recommandation du comité exécutif du 16 janvier 2019, le Conseil accorde une subvention aux organismes suivants, à savoir Carrefour Jeunesse Emploi Les Moulins, 500 Cégep régional Lanaudière Terrebonne, 1000 Travail de rue Le Trajet, 1000 Club d'aviron de Terrebonne, 2500 Uniatox, 3000 Office municipal d'habitation de Terrebonne, Ado, tous à vos marteaux, 3500 Sodam, Société de développement d'animation de Mascouche, 4000 Lachenay Action Jeunesse 4500 et que le certificat de disponibilité de crédit numéro 513 émis par la Centre trésorière soit joint à la présente pour en faire partie intégrante. Proposé par Robert Brisebois, appuyé par Simon Paquin. Simplement souligner aussi, il y a une subvention qui est versée à la SODAM, mais c'est pour un projet à Terrebonne. Juste pour le souligner, là. Alors, ils font régulièrement des projets sur le territoire de la MRC Les Moulins. Dans ce cas-ci, c'est un projet du côté de Terrebonne. Point 10.1. Que le Conseil de la Ville de Terrebonne autorise l'abolition de l'un des deux postes de secrétaire affectés à la saisie de paye à la direction de loisirs et vie communautaire, classe 7, et la création d'un poste de secrétaire de direction, classe 7 provisoire, et adopte le nouvel organigramme de la direction du loisir et vie communautaire, dont copie est jointe à la présente pour en faire partie intégrante. Que la direction des ressources humaines soit autorisée à mettre en place des changements requis, que la nouvelle structure soit effective en date de la présente résolution. Proposé par Nathalie Ballavance, appuyé par Simon Paquin. Que suivant la recommandation du comité exécutif du 9 janvier 2019, le maire ou le maire suppléant, le greffier ou l'assistant greffier soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Terrebonne la lettre d'entente numéro 2018-06-BL à intervenir avec le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 23-26, concernant la modification de l'article 5.06c de la Convention collective relative au nombre total de jours de congé annuel accordés à un salarié temporaire le 1er mai de chaque année. Proposé par Simon Paquin, appuyé par Nathalie Ballavance. 11.1. Alors que le Conseil de la Ville de Terrebonne, suivant la recommandation du comité exécutif du 9 janvier 2019, autorise l'installation de la signalisation routière suivante prévue au paragraphe 1 à 8 de la présente et dont le Conseil a pris connaissance. On peut les nommer. Alors, pour le point 1, c'est d'abaisser la limite de vitesse de 50 à 40 km/h sur la rue Rodrigue. L'aménagement d'un dos d'âne allongé comme mesure de modération de la vitesse sur la rue Anne-Hébert, à l'ouest de la rue Roger-Lemelin. L'installation de panneaux d'arrêt dans les deux directions sur la rue des Souverains, à l'intersection de la rue Iberville. L'abaissement de la limite de vitesse de 50 à 40 km/h sur la rue des Fleurs. L'aménagement d'une mesure de modération de la vitesse temporaire sur la rue Jean-Beauchamp, au nord de la rue Jean-Moulouin, d'ici à ce que les travaux de prolongement du boulevard Pierre-Legardeur jusqu'au boulevard Marcel-Therrien soient complétés. L'aménagement d'un dos d'âne allongé comme mesure de modération de la vitesse sur la rue Jeanne-Mance, entre les rues Claudel et Claire. Et l'aménagement d'un dos d'âne allongé comme mesure de modération de la vitesse sur la rue Bastien. Et 8, finalement, d'abaisser la vitesse de 50 à 40 km/h sur la rue Pierre-Laporte. Alors, est-ce qu'il y a des membres du Conseil qui ont soit des questions ou des préoccupations ou des oppositions ou quoi que ce soit? Allez-y. Juste une question, en fait. Je voulais savoir, pour les dos d'âne, finalement, on avait parlé de prendre la réglementation en fait, de Longueuil dans le sujet concernant l'implantation d'un dos d'âne. Je voulais savoir, finalement, qu'est-ce qu'il y en est par rapport à ça
Est-ce que c'est... Oui, on s'est inspiré de la réglementation de plusieurs villes. On devrait déposer là, bientôt l'ensemble des critères là, qui ont été retenus en détail. De mémoire, je ne veux pas vous induire en erreur. Mais c'est sûr que pour les dos d'âne allongés, parce qu'il faut toujours dire dos d'âne allongés, c'est quand même une première pour Terrebonne qui n'avait jamais installé de mesures de modération de ce type sur son territoire. Non, bravo pour l'ouverture, j'aime bien. Alors, je prends pour acquis que tous les membres du conseil municipal sont en accord avec les propositions qui sont demandées. Donc, si jamais j'entends des membres, des citoyens de vos quartiers qui se plaignent du 50 à 40, je les réfère aux membres du conseil. Je m'assure que tout le monde va s'occuper. C'est bon. Merci beaucoup. Alors, proposé par Serge Gagnon, appuyé par Éric Fortin, de notre dynamique comité de circulation. Pas fini? Non. 11.2. Alors, suivant la recommandation du comité exécutif du 16 janvier 2019, que le Conseil de la Ville de Terrebonne accepte pour un deuxième renouvellement d'un an, compté du 1er mars 2019, la soumission pour l'acquisition de 70 tenues de combat d'incendie de type de deux pièces avec la société Équipement Incendie CMP Maillère Incorporée, l'Arsenal, au montant de 130 911,90 $, taxe censure à être pris à même le fonds de roulement et remboursé sur une période de 5 ans en versement annuel consécutif et égaux, que le certificat de disponibilité de crédit numéro 2019-009 émis par l'assistante trésorière soit joint à la présente pour en faire partie intégrante. Proposé par Nathalie Ricard, appuyé par Brigitte Villeneuve. Que, suivant la recommandation du comité exécutif du 16 janvier 2019, le Conseil de la Ville de Terrebonne accepte la soumission de la société Terrebonne Ford, datée du 21 novembre 2018, pour l'acquisition de 6 véhicules Ford Taurus pour un montant de 197 436,42 $ et de 2 véhicules Ford Explorer pour le lot 2, 83 448,14 $, taxe censure à être pris à même le fonds de roulement et remboursé sur une période de 3 ans en versement annuel consécutif et égaux, que le certificat de disponibilité de crédit numéro 1 2019-001 émis par l'assistant trésorière soit joint à la présente pour en faire partie intégrante, et que M. Alain Vermette, coordonnateur de l'atelier mécanique à la direction de l'entretien du territoire, ou M. Sébastien Foucault, contremaître à l'atelier mécanique de la direction de l'entretien du territoire, soit et est autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Terrebonne tous les documents relatifs à l'achat des véhicules. Alors, proposé par Éric Fortin, appuyé par Serge Gagnon. Alors, nous arrivons donc, il n'y a pas d'affaires nouvelles ce soir, il y a les mots des membres du conseil municipal. Avant que je ne l'oublie, je veux m'assurer, la prochaine séance du conseil municipal, c'est le lundi 4 février, donc dans 2 semaines, ici même à l'édifice Louis-Lepage au 754 rue Saint-Pierre à 19h30. Alors, pour les membres du conseil municipal, alors je commencerai par M. Éric Fortin. Alors, M. Fortin. Donc, merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Je voulais juste vous mentionner que le 26 janvier prochain, donc samedi prochain, aura lieu le Fat Night du groupe plein air de Terrebonne à la Côte-Boisée. Donc, l'épreuve de Fight Bike se tiendra dans la Trans-Terrebonne à partir de la Côte-Boisée. Dès 17h, il sera possible de relaxer sur le site avant le départ. Le départ se donnera à 19h à la Côte-Boisée et les participants pourront s'inscrire selon 4 catégories. Ceci permettra à chacun de se sentir à l'aise pendant l'événement. Au retour, les participants pourront profiter d'un feu, d'un bar extérieur, de lumière et même d'un DJ. Le tout dans une ambiance festive. Les inscriptions se font jusqu'à vendredi. De plus, le 1er février prochain aura lieu l'événement familial gratuit Marche à la frontale. Le GEPAT a préparé une randonnée guidée d'un peu plus de 3 km dans le sentier de la Trans-Terrebonne.
Le départ se fera à compter de 19 h. Au retour, les participants pourront, encore une fois gratuitement, avoir un chocolat chaud et des feux extérieurs les attendront. Nous vous entendons en grand nombre. En terminant, je ne pourrais passer sous silence la belle victoire des gouverneurs de Terrebonne, Bantam Bay, qui ont été couronnés en fin de semaine champions du tournoi à Mont-Laurier. Félicitations au Ken Dryden de l'équipe, Émile Gagnon, fils de mon voisin Serge, ainsi qu'à toute l'équipe. Merci et bonne fin de soirée. Et en terminant, je voulais juste rajouter que je voulais souhaiter mes plus sincères condoléances à la famille de M. Gilles Duceppe, ainsi qu'à sa conjointe Yolande Brunel, ainsi qu'à toute la famille. Donc, merci. Allez, bon. Bon, tant que ça tombe pas sur moi, monsieur le maire, ça va être correct. Alors, merci, monsieur le maire. Alors, suite à l'annonce de risque d'inondation dans la partie est du vieux Terrebonne, je voudrais sécuriser les gens du quartier pour leur dire que les services de sécurité publique surveillent de près la situation et interviennent s'il y a lieu. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'inondation, tout est sous contrôle. La montée du niveau de l'eau est due à un phénomène un peu spécial qui produit une grande quantité de ce qu'on appelle du frasile, qui est une espèce de mélange d'eau gelée qui fait gonfler la rivière et qui a fini par former une sorte de petit embâcle en aval du pont du chemin de fer. Depuis 24 heures, le niveau de l'eau est stable et une excavatrice amphibie appelée communément la grenouille, et là, il ne s'agit pas de grenouillage, monsieur le maire, donc la grenouille est prévue pour défaire l'embâcle de frasile si ça s'avère nécessaire. Alors, pour les résidents concernés ou intéressés, vous pouvez obtenir l'information et mise à jour sur la situation en allant sur le site de la ville de Terrebonne. Et vous avez l'info directement sur la page d'accueil. Et en cas d'urgence, contactez le 911. Merci, monsieur le maire. Et André s'offre aussi comme refuge d'accueil pour les gens. Il est sur le bord de la rivière aussi. Alors, Yann Maisonneuve, maintenant. Merci, monsieur le maire. En fait, ça va être assez court. Il y a des citoyens de certains quartiers, par exemple dans le mien, pendant la période des fêtes, ont eu droit à avoir un conteneur additionnel sur le territoire. Donc, des gens qui avaient il n'y avait pas de conteneur semi-enfoui à proximité. Il y a certains quartiers qui ont eu accès à des conteneurs. Ça a été le cas dans mon quartier. Ça a été, je dirais, un fort succès. Et puis, simplement pour vous aviser, on va étudier la possibilité, dans ces endroits-là où ça a très bien fonctionné, là, étudier la possibilité de voir si des conteneurs semi-enfouis pourraient être une solution éventuelle. Là. Donc, c'est toujours une chose qui reste à évaluer, mais c'est dans les plans de regarder ça. Merci. Très bien. Puisque vous parlez de conteneurs enfouis pour déposer, recyclage et autres, ça me permet de dire aussi que c'est important de respecter l'environnement. Je vois depuis quelques mois beaucoup de citoyens qui nous font part que ces lieux deviennent parfois des lieux de dépôt de tout sauf ce qui est recyclable. Alors, je me permets de rappeler aux citoyens qu'il y a des règles à respecter. On a un environnement, on est chanceux à Terrebonne, on a beaucoup d'espaces verts, beaucoup de parcs. On a un bel environnement, mais c'est important aussi qu'on demeure attentif à respecter justement les points de dépôt. Alors, notamment là où il y a des bacs enfouis pour le recyclage ou le compost. C'est important que les citoyens suivent correctement les règles et que les boîtes, quand on les plie dans son bac bleu, on peut les plier aussi dans le bac enfoui. Ça va tout aussi bien. Et ça facilite aussi les travaux pour nos cols bleus lorsqu'ils ont à se déplacer. Et je me permets de le souligner parce que je sais que ça frustre beaucoup de citoyens qui demeurent à proximité de ces bacs-là. Si on veut en ajouter plusieurs sur notre territoire, je suis obligé de vous dire qu'éventuellement, on va être confronté à des oppositions de citoyens qui disent qu'ils ne voudront pas avoir ça près de leur résidence. Donc, je pense que c'est important. Puis peut-être que la Ville, on aura aussi à réfléchir pour
avoir une certaine sensibilité ou avoir des panneaux qui affichent clairement l'importance de respecter les points de dépôt et peut-être aussi d'avoir des pénalités lorsqu'il y a des gens qui ne respectent justement pas la réglementation municipale à cet effet. Il semblerait là, que ce n'est pas très, très actif de ce côté-là. Alors, je cède maintenant la parole à M. Sipon-Paquin. Merci, Monsieur le maire. J'aimerais remercier les organismes qui œuvrent auprès de la clientèle aînée pour leur participation au déjeuner-causerie de vendredi dernier qui a été organisé par la Ville de Terrebonne. Les membres de la Commission du développement social et communautaire ainsi que Mme Bellavance ont pu échanger avec eux sur des enjeux touchant les aînés. Les commentaires recueillis viendront bien sûr bonifier les discussions que nous aurons dans les prochaines semaines à la Commission du développement social. Dans un deuxième temps, le Conseil a adopté ce soir le plan d'action à l'égard des personnes handicapées 2018-2019. Je voudrais remercier également les organismes qui ont participé à l'élaboration de ce plan d'action en octobre et saluer bien sûr le travail qui a été fait par la direction de la vie communautaire à l'élaboration de ce plan de travail, de ce plan d'action qu'on doit déposer annuellement auprès de l'Office des personnes handicapées du Québec. Et en terminant, nous avons lancé un appel de projet en lien avec la politique ado. Ce soir, on a octroyé près de 20 000 à plusieurs organismes, 8 organismes qui feront des projets avec des ados. Et un de ces projets-là qui a été retenu, c'est un projet de mobilisation qui sera fait par l'Office municipal d'habitation de Terrebonne, qui est fort intéressant, qui est un projet de mobilisation des adolescents habitant les immeubles sur la rue Pierre-Laporte. Les jeunes seront accompagnés et formés pour construire du mobilier urbain sur leur terrain et dans le but de permettre aux personnes âgées de profiter de la cour. Alors, un beau projet intergénérationnel. Il y en a quelques-uns aussi qui seront intergénérationnels dans ceux qui ont reçu un octroi. Alors, c'est un total de 8 projets qui ont été réalisés et le jury était composé d'un jeune citoyen de la Ville de Terrebonne et d'un directeur d'un service de loisirs d'une autre ville. Alors, ils se sont penchés sur une dizaine de projets qui avaient été déposés. Voilà. Alors, Mme Desbiens. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Bien, le bonsoir à tous. La petite minute culturelle. En ce début de janvier, voici les dates et événements à retenir pour bien jouir de l'esprit culturel de notre belle ville. Jeudi dernier a eu lieu le concert d'Ensemble Tessala, qui fait partie de la programmation culturelle des Concerts sans frontières. Juste pour faire une image un petit peu, c'est un peu la version automne-hiver de notre Pop ton été qui a lieu à la chapelle de l'école de Saint-Sacrement. Le prochain concert qui a lieu le 21 février à 19h30 à la chapelle du Collège Saint-Sacrement met en lumière l'ensemble Astan, formé de musique spécialisée en musique du Moyen-Orient. Je vous invite à vous procurer vos billets à compter du 25 janvier. C'est gratuit, mais c'est toujours préférable d'aller chercher vos billets. On a le droit à 2 billets par personne parce qu'il y a quand même une quantité maximale d'à peu près 200 personnes que la capacité de la chapelle. Donc, disponible dans nos 4 bibliothèques de la ville. Ce week-end, à l'île des Moulins, aura lieu l'événement hivernal tant attendu « Gèle ton week-end ». Donc, samedi de 10h à 17h30 et dimanche de 10h à 17h. Pour vous donner une petite idée de la programmation qui se veut familiale, au menu, tour de carriole dans le vieux, mini-glissade, jeux gonflables, hockey bottine, tyrolienne, course à obstacles, conte, yoga hivernal. Je défie les gens parce que moi, je fais du yoga, ça doit être assez particulier. Projection de films. Donc, je vous invite à visiter le site Internet de l'Île des Moulins pour connaître la programmation complète. Pour les adultes et amateurs de spiritueux, samedi soir, dès 17h30, la soirée spiritueux Angava à l'espace Frais ou Tablette. Donc, c'est en collaboration avec le restaurant La Confrérie, au coût de 25 $. Vous avez droit à 3 cocktails et des bouchées, ainsi qu'une ambiance DJ musique un petit peu plus rythmée qui va nous permettre de nous réchauffer.
J'aimerais aussi vous parler de l'exposition Le Nouveau Millénium de l'artiste Humer. Donc, c'est une exposition qui a lieu à la bibliothèque de Lachenay. Donc, l'exposition est effective depuis le 16 janvier jusqu'au 20 février prochain. C'est une exposition gratuite. Sous son nom d'artiste, Humer Simon Lassire est un artiste de la rue qui a développé un style urbain unique. Son art est un mélange de graffiti et de peinture abstraite où le mariage des couleurs est en priorité. Ses œuvres sont l'équilibre parfait entre le besoin d'enfreindre les règles et l'amour de l'art. J'adore ça. Il peint du réalisme tout en étant dans l'imaginaire. Donc, je vous invite grandement à aller visiter, faire un tour à notre bibliothèque aussi en même temps. C'est bien d'encourager aussi nos artistes de chez nous. Et puis, oui, je m'en viens. Donc, un bon début d'année au niveau de la culture. Et un dernier petit point avant de terminer. J'invite tous les citoyens de Terrebonne à participer à la collecte de sang des citoyens et des employés de la ville de Terrebonne, qui aura lieu le 31 janvier entre 10h et 20h. C'est au centre d'achat, aux Galeries de Terrebonne. Vous savez, un don de sang égale un don de vie. Je ne raconterai pas ma vie, mais moi, un don de sang me donnait la vie. Donc, je suis vraiment en état de gratitude. J'ai eu besoin de ça à un moment donné dans ma vie pour me permettre d'être ici. Donc, je tiens aussi à remercier nos deux présidents d'honneur, l'artiste Brian Audet, aussi résident, et M. Xavier Milot-Marcoux, employé de la ville de Terrebonne. Donc, je termine sur ça. Merci, bonne soirée. Alors, merci, Mme Desbiens. Alors, je céderai la parole à notre nouveau directeur général, à qui je laisserai donc le privilège de faire quelques mots ce soir, qui nous a observés pendant la séance du Conseil. Alors, bonsoir. Ça va? Alors, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil municipal, Mesdames, Messieurs, je veux d'abord remercier Monsieur le maire Plante de la confiance qu'il m'a témoignée en proposant ma candidature pour agir comme directeur général de la ville de Terrebonne. Je veux remercier les membres du comité exécutif qui ont accepté cette proposition. Et je veux aussi remercier tous les membres du conseil de la confiance qu'il m'a témoignée ce soir en acceptant ma nomination. Après 10 jours de travail seulement à la ville de Terrebonne, je peux vous dire qu'à la suite de mes rencontres avec mes collègues de la direction générale, avec mes collègues des directeurs de services, et j'ai déjà rencontré les employés de 2 services différents, fort significatifs, les ressources humaines et le service d'entretien de la ville. Je constate que les 3 objectifs prioritaires que j'ai formulés dans une lettre à tous les employés sont pertinents. Le premier, il y a une volonté d'accroître la confiance entre les élus municipaux et l'ensemble de la fonction publique, cette confiance qui a été malmenée au cours des dernières années. Il y a également une volonté, je l'ai senti, d'améliorer les services à la population, ce qui est notre mission principale, en tout cas en tant que membre de la fonction publique. Et j'ai aussi senti une adhésion à l'accroissement de la performance de la fonction publique de Terrebonne. Ce sont les 3 objectifs que j'ai proposés et par les réactions des employés que j'ai rencontrés jusqu'à maintenant, je peux vous assurer qu'ils les partagent et qu'ils veulent coopérer à la concrétisation de ces services. J'ai senti une volonté de la fonction publique de concrétiser ces objectifs. Alors, va être un plaisir, je suis convaincu, de travailler ensemble et je vous remercie à nouveau de la confiance que vous m'avez témoignée ce soir. Merci. Alors, merci, M. Marcoux. Bienvenue parmi nous. Alors, maintenant, nous arrivons. Est-ce qu'il y a des questions des membres du Conseil? Sinon, on pourrait passer à la période de questions des citoyens. Alors, les membres les gens dans la salle qui souhaiteraient s'avancer pour poser des questions, alors je vous invite à venir à l'avant. Comme à l'habitude, 2 questions, 5 minutes, incluant la réponse. Alors, s'il n'y a personne qui se lève pour poser, M. Tremblay, je vous sentais sur le bout de votre siège, là.
Je voulais laisser la chance à d'autres personnes, donc Paul Tremblay, 6201 rue d'Angora, Tour Cachemira. Je vais être un petit peu différent ce soir. Je vais vous souhaiter les 5 santé pour l'année 2019, à tous les membres du conseil et à toutes les personnes qui travaillent au conseil d'administration. J'ai entendu dire de M. Marcoux par mes contacts, après 40 ans en ressources humaines et continuant encore en ressources humaines, que c'est un homme de résultats. Donc, les 3 objectifs que vous avez mentionnés rencontrent, en termes de ressources humaines, là, la volonté d'avoir des résultats et d'un homme, pas juste d'être d'action, mais d'être de résultats, parce qu'on peut être à l'action et tourner en rond. Le résultat est très intéressant. Donc, c'est ce que j'ai entendu et je voulais le partager avec l'ensemble des personnes qui sont ici. D'autre part, j'ai eu certaines réponses à mes questions. Tous les règlements que vous avez mentionnés ce soir sont disponibles sur le site Internet. Parce que je prends par exemple le point 5.8, le point 7.4. Au moment où ils sont adoptés et en vigueur, ils seront sur le site Internet. Ils ne sont pas avant sur le site Internet qu'ils soient adoptés ce soir. Donc, alors, ils vont l'être très bientôt. D'ici une couple de semaines, ça devrait arriver. Et ce que j'ai compris aussi, c'est que le dossier avec M. Soriol est encore avec les procureurs. C'est pas finalisé. Dites-vous que une personne de ressources humaines, je comprends très bien ce que ça veut dire, mais c'était juste pour confirmer. Vous êtes un lecteur assidu des journaux, alors je suis persuadé que vous avez bien lu. Non, j'ai pas lu. Ah non? Ah non? Vous devriez lire. J'ai trop de dossiers à m'occuper de ce temps-ci chez nous, plus le travail. Là. Puisque vous êtes quelqu'un en ressources humaines, vous savez que ces enjeux-là se commentent moins publiquement dans les circonstances. Alors, il y a une rencontre qui va avoir lieu avec notre procureur, puis par la suite, il y aura des résultats. Ce qui est le plus important dans tout ça, il ne faut surtout pas entacher la réputation de qui que ce soit, mais le conseil et l'exécutif agissent beaucoup par prudence, et je pense que c'est important dans les circonstances qu'on pose les gestes qu'il se doit dans les circonstances. Merci. En terminant, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne année 2019 et d'avoir du plaisir à faire ce que vous faites. Merci à vous. Alors, si je ne vois... Je vois quelqu'un se lever, mais non, c'est bon. Alors, s'il n'y a personne d'autre qui vient au micro, alors je vous souhaite une belle soirée. M. Robert Brisebois et M. Jacques Demers proposent la levée de cette assemblée. Prochaine assemblée lundi 4 février 19h30. Merci, bonne soirée. Bon retour en toute sécurité.